Imaginez qu'il existe un lieu où les créateurs de valeur puissent prospérer, puissent s'enrichir en vivant bien, tout ça sans que l'État ne vienne leur faire les poches. Eh bien sachez qu'il y a des personnes importantes, des personnes sérieuses qui travaillent sur la question. Le concept est celui de ville libre et c'est la grande tendance que va présenter ce nouveau participant au colloque. Regardez. D'après vous, comment sera la ville de demain ? Je vous propose d'examiner le sujet sous l'angle des villes libres. Selon moi, elles sont le fer de lance d'une tendance lourde vers des sociétés plus libres. Nous sommes à l'aube d'une transformation de grande ampleur qui commence à gagner un momentum et je pense que c'est le moment de s'y intéresser. Quand on parle de la ville du futur, souvent, on a en tête les smart cities, les villes connectées, les villes écologiques ou durables. Mais on aborde rarement la question politique. Vivrons-nous dans des sociétés ultra surveillées par des États tout-puissants, des dictatures techno-numériques, ou vivrons-nous dans des sociétés encore plus libres qu'aujourd'hui, bien que ça puisse paraître utopique? Je voudrais vous montrer qu'il existe de nombreux projets qui vont dans ce sens. Et le point de départ de tout ça, ça peut sembler paradoxal, mais c'est ce que je vais appeler la fatigue démocratique. Et je précise d'emblée, j'ai conscience que ce que je vais dire peut être controversé, et comme tout sujet politique, il peut être bien pris ou mal pris, et bien entendu, c'est beaucoup plus complexe que ce que je vais en dire ici. Donc mon parti pris, ça va être d'essayer de rester le plus neutre et transparent possible, descriptif. Donc je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous montrer ce qu'il se passe. Et si ça vous intéresse autant que ça m'intéresse à moi, eh bien tant mieux. Donc, la fatigue démocratique. Je pense qu'on sera tous d'accord pour constater que d'un côté, les prélèvements augmentent, de l'autre côté, les services diminuent. Je pourrais montrer des tonnes de graphiques à l'appui, mais grosso modo, le constat que font beaucoup de monde, c'est que les démocraties deviennent de plus en plus dysfonctionnelles. La liberté d'expression diminue, la pression fiscale augmente, la polarisation politique s'exacerbe, l'insécurité administrative se répand, et même le système médical et les systèmes sociaux commencent à souffrir sévèrement. À partir de là, pour schématiser, il y a deux réactions possibles. Il y a ceux qui veulent réparer la démocratie, et il y a ceux qui se disent que c'est un système obsolète, dépassé, et qu'il faut trouver autre chose. Ce qui ne signifie pas mettre en place des régimes autoritaires, des dictatures, ou autres. Bien au contraire, et c'est ça que je veux vous montrer. Avant d'en arriver au sujet des villes libres, il me faut vous faire un petit rappel sur les théories politiques qui sont derrière. Et je vais présenter ça sous la forme d'une échelle de la liberté. Donc tout en bas, et c'est déjà pas mal parce que tous les pays du monde n'en sont pas là, il y a le libéralisme classique, grosso modo l'état de droit qui garantit des libertés fondamentales. Ça reste assez minimaliste, mais c'est une base déjà appréciable. Ensuite, il y a le libéralisme social. Sans rentrer dans les détails, ça consiste à dire bon, c'est bien d'avoir la liberté de se soigner par exemple, mais si on n'a pas les moyens de se soigner, ça ne sert pas à grand chose. Donc on est un cran de plus dans le niveau des libertés souhaitées. Ensuite, il y a le néolibéralisme. Alors là, notamment en France, on est déjà dans des sujets beaucoup plus critiqués, j'en ai conscience. Mais laissez-moi vous présenter la manière dont les néolibéraux se voient et les arguments qu'ils avancent. Ce qu'ils prônent, c'est une économie de marché plus dérégulée. Donc, évidemment, beaucoup de gens entendent directement inégalité, abus de pouvoir, souffrance, etc. Mais l'idée du néolibéral, c'est de dire qu'il faut favoriser l'innovation pour améliorer la productivité. Et c'est ça qui est à la base de la prospérité dont tout le monde profite ensuite. Il n'y a pas de redistribution sans création de richesse au préalable. Et on peut dire aujourd'hui, avec ce qui se passe autour des IA, que c'est précisément ce dont souffre l'Union européenne, qui n'est plus capable d'innover et qui se contente de réguler. Donc quelque part, ça vient quand même à l'appui des théories néolibérales, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Ensuite, le cran suivant, c'est le libertarien. Lui, il veut encore plus de liberté, notamment économique, et encore moins d'intervention du rôle de l'État. Et dans sa forme extrême, le minarchisme, l'État devrait se limiter à la sécurité, c'est-à-dire la police et l'armée. Est-ce que ça veut dire que c'est la loi de la jungle et que les pauvres n'ont qu'à crever? Non, ça veut juste dire que c'est pas à l'État de se charger de la sécurité sociale. Ça veut dire que la société civile peut très bien s'en charger, soit par des mutuelles, soit par des organismes de charité, etc. Comme elle l'entend en fait. Ce n'est pas du tout un projet de société inhumaine. Enfin, encore plus loin dans le spectre des libertés, il y a les néo-réactionnaires. On va retrouver ici des auteurs controversés comme Nick Land et Curtis Yarvin. Et ici, l'idée, c'est de se débarrasser carrément de la démocratie. Et là encore, laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi ça fait partie des philosophies libérales. En quoi ça nous amène à plus de liberté. Est-ce que c'est la liberté pour tout le monde ou seulement pour certains? L'idée derrière la néo-réaction, c'est que plutôt que de mettre en place des systèmes politiques qui assurent certaines libertés, est-ce que ça ne serait pas mieux de pouvoir
avoir la liberté de choisir son système politique et de les mettre en concurrence, de sorte à faire émerger le meilleur système. Et certes, on perd le droit de vote, mais qu'est-ce qu'on gagne à la place? À la place, on gagne le fait qu'on passe un contrat avec l'État. Je paye tant, et en échange, j'ai droit à tel service. Ce qui évite des systèmes d'inflation législative et fiscale comme on a aujourd'hui, où le niveau de prélèvement peut changer du jour au lendemain parce que la majorité s'est accordée de manière totalement démagogique pour une augmentation des prélèvements. Pour un néo-réactionnaire, le droit de vote, ce n'est qu'une foire à l'empoigne pour décider ce dont on va faire de la manne fiscale. Quelque part, la démocratie, vue sous cet angle-là, c'est la fin de la politique. Il n'y a plus de vision à long terme du destin de la nation ou du peuple. Et ce qui est proposé finalement est une relation plus franche et plus mature avec l'État. Vous signez un contrat avec, vous savez à quoi vous vous engagez, l'État aussi. Mais vous allez payer pour un service. Vous voulez des ruptures, vous voulez la liberté d'expression, vous voulez la liberté d'entreprendre, vous voulez des bonnes infrastructures, des routes, de l'électricité de qualité, des réseaux de communication, de l'eau potable. Bon ben, vous laissez ça dans les mains de l'État, mais tout le reste, c'est la société civile qui s'en charge. Les hôpitaux, les écoles, les mutuelles, tout ce que vous voulez. Et dans un système pareil, finalement, vous n'avez plus le droit de vote, mais votre niveau de liberté et de responsabilité est maximal. Donc bien sûr, ça peut être critiqué et c'est critiquable, mais ça peut être aussi tenté. Et vous l'avez compris, donc, les villes libres, sans forcément s'en revendiquer, s'inscrivent, en tout cas, dans les derniers échelons de cette échelle de la liberté, au sens politique du terme. Le cadre étant posé, on va maintenant regarder plus en détail comment ça se passe concrètement et qui sont les acteurs déjà, pour commencer, de ce mouvement. Les villes libres se retrouvent au centre d'une mosaïque, d'une nébuleuse, on pourrait dire, qui va des cryptos par exemple. Et je rappelle que le Bitcoin a été créé suite à la crise des subprimes en 2008, en réponse aux abus faits par les banques centrales pour avoir des monnaies non manipulables et plus de liberté économique derrière. Évidemment, j'en ai parlé précédemment, il y a tous les libéraux qui sont intéressés par ce genre de projet, mais il y a aussi très souvent de nombreux entrepreneurs qui ont vu l'autre côté du prélèvement, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière la feuille de salaire, les charges patronales, ou les indépendants aussi, qui se rendent compte du niveau de ponction de l'économie et qui sont souvent sensibles à ces sujets-là. Il y a évidemment les milliardaires, en quête de profit bien sûr, mais certains sont aussi intéressés par ces questions de liberté. Donc c'est difficile d'évaluer dans quelle proportion, mais ils sont bel et bien présents, comme vous le verrez tout à l'heure, et derrière certains projets de ville libre. Enfin, il y a les zones économiques spéciales, qui sont un petit peu particuliers dans cette mosaïque, dans le sens où ce sont souvent des initiatives d'État, et pas toujours d'État démocratique, pour le coup. Donc on se situe bien dans le domaine post-démocratique, dans tous les cas. Et un exemple qui revient souvent, c'est Singapour. Ce n'est pas un pays démocratique, mais c'est un pays très libre, très prospère, très moderne, qui a une réussite économique insolente, et qui fait partie de toute une mosaïque, avec Shenzhen, Hong Kong, voire même Dubaï, de zones spéciales, tout autour de la planète. Il y en aurait environ 5400 quand même, donc de paradis fiscaux, de ports francs, de zones économiques spéciales, de villes à charte, de gated communities, de duty free, voire même de plateformes pétrolières. Donc les villes libres, comme je le disais en introduction, sont un peu le fer de lance d'un mouvement très général autour de la planète qui n'est pas du tout spécifique à l'Occident. Mais précisément, comme l'Occident traverse une crise des démocraties, il se pourrait bien que ces projets-là finissent par se généraliser dans les pays où les populations sont déjà sensibilisées aux questions de la liberté. Maintenant, avant de regarder les projets concrets, examinons succinctement sur quel concept ils se basent. Donc déjà, je viens de le mentionner, on a les zones économiques spéciales qui accordent souvent des baisses de taxes et quelques libertés réglementaires en plus, mais ça reste quand même très dépendant de la bonne volonté des États. Ensuite, on a le seasteading. L'idée ici, c'est de s'installer dans les eaux territoriales, extraterritoriales, où en fait il y a une sorte de vide juridique dans lequel il est possible de créer de nouveaux types de gouvernements. Il y a, mais c'est très rare et très limité, quelques enclaves, des territoires qui ne sont revendiqués par aucun État. On a notamment le Liberland en Europe. Il y a aussi des tentatives, alors là pour l'instant c'est plus embryonnaire ou préparatoire, de création de réseaux. Comme on va le voir, ça peut se faire en conjonction avec d'autres systèmes, comme la flag theory pour les individus, ou sinon de mettre les autres systèmes en réseau. Il y a quelques tentatives qui n'ont pas vraiment beaucoup abouti de villes privées. Souvent ça se heurte aux populations locales et au régime démocratique déjà en place. Et enfin, il y a la flag theory. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir quelque chose.
Je suis loin d'être un spécialiste du sujet, mais l'idée est assez simple en soi. Pour être taxé par un pays, il faut être résident. Et pour être résident, il faut y vivre au moins 6 mois sur le pays. Donc l'idée, c'est très simple, c'est vous choisissez 3 pays, vous y passez 4 mois par année dans chacun de ces pays, et vous pouvez ne plus être résident d'aucun pays. Et ensuite, vous pouvez sophistiquer votre montage en domiciliant votre entreprise dans un pays, votre banque dans un autre pays, et éventuellement votre domicile dans un autre pays, si vous n'utilisez pas la première technique. Bref, la flag theory, c'est d'utiliser un petit peu les vides juridiques interétatiques pour obtenir plus de liberté. Voilà les concepts qui sont utilisés pour faire avancer concrètement ces projets de société plus libres. Et maintenant, on va regarder les tentatives concrètes qui existent, et je tiens à dire que je vais démarrer par les projets qui ont raté, dans un souci de transparence, mais aussi parce qu'il y a des leçons à en tirer, et qu'on ne va pas se le cacher, comme la tendance des villes libres est autant un projet économique que politique, elle se heurte à de nombreuses difficultés. Donc, c'est vraiment important d'avoir la tête sur les épaules et d'être très prudent. Le premier projet, je n'avais jamais entendu parler, et pourtant c'était l'un des plus financés à hauteur de 6 milliards de dollars. C'est un projet, selon les mots de son concepteur même, de Wakanda réel au Sénégal, basé sur des cryptos. Le projet a été lancé par un rappeur, je crois, Akon, je ne connais pas du tout. Mais bon, bref, ça a démarré en 2018, très modestement, mais ça, faut bien démarrer quelque part, donc en soi, c'est pas vraiment un problème. Par contre, en 2023, voilà où en était le Wakanda du Sénégal, Akon City. Et quelques mois plus tard, en fait, bon, bah, ça a pas avancé, et visiblement, le projet est bloqué et va très probablement péricliter. Un premier échec dans les tentatives de ville libre dont je voulais vous parler. Ensuite, ce n'est pas vraiment un échec, mais Liberstad est souvent mis en avant comme un projet de ville libre, mais en vrai, c'est juste un hameau en Norvège. Je ne vais pas m'étendre plus sur ces projets-là, je pense que c'est assez explicite. Il y a un peu la même chose, Montélimaro ou Monténégro, qui est censé être aussi une ville libre, et finalement, bon, ben, c'est peut-être 15 chambres dans un coin paumé. Et je ne dis pas ça pour dénigrer ces projets, ça montre juste qu'il y a aussi des gens modestes, ou avec moins de moyens que d'autres, qui sont intéressés par la liberté et qui tentent à leur échelle. Mais bon, il y a parfois un décalage conséquent entre les ambitions affichées et la réalité de terrain. Autre cas qui est presque caricatural, c'est Asgardia, le projet de ville spatiale. Alors aujourd'hui, clairement, on n'a pas la technologie pour, mais bon, pourquoi pas. Et leur idée, c'est d'envoyer un satellite dans l'espace pour réclamer un bout de territoire. Alors déjà, ça pose des problèmes juridiques parce qu'il y a des traités qui régissent l'espace actuellement. Mais en plus, dans la pratique, leur projet a bel et bien existé. Ils ont envoyé un satellite dans l'espace, mais c'est quoi ces satellites? Mais en fait, c'est ça. C'est un micro-satellite, et c'est gros comme une boîte à chaussures. Donc voilà, là encore, entre les ambitions initiales et ce qu'on retrouve à la fin, il y a un gros décalage. Et dernier projet, qui était censé être une sorte de paradis des cryptos, était l'idée de racheter une île à l'aide des fortunes faites par les crypto-monnaies. Mais là encore, ça a complètement raté. Et maintenant, on va regarder des projets plus prometteurs ou plus aboutis. En tout cas, plus sérieux. Le premier dont je voulais vous parler, c'est Bitcoin City. Alors ici, son initiateur, ce n'est pas un geek, c'est Nayib Bukele, le président du Salvador. Et sincèrement, je trouve son projet intéressant. Alors on a toujours les visuels très attractifs, mais l'idée est quand même sympathique. Il s'agit de créer des obligations Bitcoin pour financer ce projet. Donc l'idée, c'est que vous prêtez vos Bitcoins au président du Salvador, et en échange, vous touchez une rente avec, une rente en Bitcoin. C'est ça le principe des obligations. Grâce à ça, ça permet de financer sa ville, qui va être fondée au pied d'un volcan. Et pourquoi un volcan? Parce qu'en fait, ils vont utiliser la géothermie pour générer de l'électricité à bas coût qui servira à faire tourner des fermes de minage Bitcoin. Donc on a un projet assez cohérent, je trouve, très ambitieux, mais plutôt prometteur. Après, il faut voir évidemment entre, encore une fois, les ambitions affichées et ce qui sera fait réellement, jusqu'où ça ira. Autre projet, là cette fois-ci, c'est un des plus connus et des plus avancés, il s'agit de Prospera. C'est un prototype de ville libre, au sens premier du terme. Donc c'est une enclave qui a été négociée avec le gouvernement du Honduras et quelques milliardaires américains. L'idée étant, vous nous laissez un morceau de territoire dans lequel on ne paiera pas de taxes, dans lequel nous ferons nos propres lois, et en échange, nous amenons capitaux
et compétences qui feront prospérer la région et qui profiteront à l'ensemble du pays. Donc ça, ce projet, il existe, il a été mis en place, il fonctionne déjà. Mais le gouvernement du Honduras a voté et a changé d'avis. Sauf que le contrat avait été négocié pour un bail de 50 ans, donc maintenant il y a un procès à 11 milliards de dollars qui est en cours. Donc l'avenir de Prospera n'est pas si garanti que ça. Donc quand on s'intéresse à tous ces projets de villes libres, il faut être capable d'aller sur des sites comme ici et vérifier la stabilité politique d'un pays. Par exemple, le Honduras ici, moins 0,55, c'est pas si terrible que ça. En même temps, c'est aussi pour ça que ces gouvernements sont disposés à tenter ce genre d'aventure. C'est pour essayer de développer leur pays. Les États démocratiques ont beaucoup moins d'intérêt dans ces aventures-là. Et l'autre chose qui est très très intéressante avec Prospera, c'est de regarder qui est derrière. Et là, on va retrouver Peter Thiel, qui est un investisseur, un milliardaire américain, extrêmement influent, puisqu'on le voit ici à côté de Donald Trump, et qui soutient différents projets libertariens, voire peut-être, mais ça, c'est de la spéculation de ma part, néo-réactionnaire. En tout cas, qui est ce Peter Thiel? C'est le gars qui a investi dans PayPal, Facebook, SpaceX, Stripe, Airbnb, OpenAI. Voilà un peu la pointure qui est derrière Prospera. Donc, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et là, on commence à être vraiment dans des projets très sérieux. Et pour que vous compreniez aussi un peu les enjeux qui sont derrière tout ça, qui ne se limitent pas à la question de la liberté, au sein de Prospera, il y a un sous-projet, une sous-ville, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui s'appelle Vitalia. Donc là, toujours pareil, sur la plaquette, voilà comment c'est présenté. Dans la pratique, bon, c'est un peu plus modeste. C'est plutôt se retrouver logé dans ce genre d'immeuble. Mais le projet de Vitalia en lui-même est très intéressant. Il s'agit de créer une ville ou un quartier dédié à la quête de la longévité, à l'immortalité, si vous voulez. Et là, on comprend qu'il y a une synergie entre, d'une part, la nécessité d'avoir moins de régulation, parce que quand vous voulez faire des expérimentations sur des thérapies géniques sur les humains, si vous voulez faire avancer la science, c'est quand même plus simple dans des endroits moins régulés que dans les démocraties où tout ça est très mal vu. De l'autre côté, donc il y a ce besoin de liberté. De l'autre côté, il y a des gros profits à faire, puisque si ça débouche, non seulement les investisseurs, les milliardaires qui sont derrière en profiteront pour eux personnellement directement, mais vous comprenez bien qu'il y a un business gigantesque, même si ça ne débouche que sur des traitements pour des maladies connues, ce qui serait la moindre des choses. Donc on retrouve l'application de ce que je vous disais précédemment, moins de démocratie, moins de prélèvements, moins de régulation, mais plus de liberté, plus d'innovation, plus de prospérité. Maintenant, je vais vous parler rapidement de projets qui sont très proches dans leur esprit et qui ne sont pas à proprement parler des projets de ville libre. Donc nous avons le projet d'État libre, c'est au New Hampshire, aux États-Unis, donc au nord de la côte Est, c'est un tout petit État. Et l'idée est très simple, quelque part, c'est de dire à tous les libertariens des États-Unis, voire de la planète, venez vous installer là, et une fois qu'on aura assez de poids électoral, on votera des lois plus libertariennes. Et on vivra libre dans la nature. Derrière ces genres de projets, on va retrouver des gens comme Ron Paul, par exemple, que vous connaissez, un politicien américain. Autre projet, Praxis Nation, qui est la tentative de créer un État sur Internet. Là encore, on va retrouver Peter Thiel derrière. Ils ont réussi à lever 15 millions d'euros, donc ça a l'air d'être un projet assez sérieux, mais de notre côté, pour l'instant, il est assez opaque. Ce qui peut se comprendre finalement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un projet autant politique qu'économique, donc il faut composer un peu avec la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Pour l'instant, ils auraient autour de 14 000 citoyens, mais ça pourrait rapidement monter en puissance dans les années à venir. Et dernière chose, c'est la fondation des villes libres, Free City Foundation, dont je vais reparler dans un instant, n'est pas à proprement parler un projet de ville libre, mais qui est là pour favoriser l'éclosion de tous ces projets. Et pour vous montrer un peu la dynamique qu'il y a derrière, je vais vous parler des prochains événements, dont certains ont déjà démarré, en tout cas des événements de cette année, parce que je trouve qu'ils sont révélateurs de la montée en puissance de ces idées et de ces projets de villes libres. Alors ici, Roatán au Honduras, en fait, c'est Prospera. Donc du 19 octobre au 19 novembre, il y a tout un cycle donc pour les bâtisseurs de villes crypto, de villes libres. Donc si vous avez les moyens, c'est l'occasion de vous payer des vacances sympas et en même temps d'aller en apprendre beaucoup plus sur tous ces projets et bien entendu de réseauter. Autre événement plus proche, à Prague, la conférence de la Free City Foundation, 2 jours, début novembre, donc qui a déjà eu lieu par le passé et comme vous pouvez le voir, qui réunit plusieurs centaines de personnes, avec un programme assez chargé. Alors là, vous avez les prix, environ 200 €, voire 500 si vous voulez
la version VIP. Il y a de nombreux intervenants. On va retrouver des fondateurs ou des cofondateurs, donc des projets dont je vous ai parlé, Prospera, Montelibero, Hong Kong, etc., etc. Voilà, vous avez un programme sur 2 jours avec des interventions d'environ 20 minutes. Donc c'est très rythmé, très dense. Et là, l'idée, c'est de repérer les projets ou les intervenants qui vous intéressent et d'aller faire connaissance. Enfin, il y a la Balaji Network School. Donc Balaji qui est l'ancien CTO, Chief Technical Officer de Coinbase, donc probablement un millionnaire crypto, qui a lancé l'idée d'État réseau. Alors il a écrit tout un livre sur le sujet pour expliquer comme quoi les démocraties sont dépassées et par quoi on pourrait les remplacer. Donc une nouvelle forme d'État. C'est vraiment très bien fait, il explique ça en une phrase, une image, 1000 mots, un petit essai, avant de rentrer ensuite dans les détails. Comme ça, chacun peut se faire une idée rapidement de ce dont il s'agit et de voir si ça l'intéresse de creuser ou pas. Sachant que tout est disponible gratuitement sur Internet, après vous pouvez le commander aussi sur Amazon ou d'autres boutiques si vous le souhaitez. Toujours est-il qu'il a lancé son école réseau, qui finalement est là pour enseigner aux gens à construire l'état réseau. Et ça s'articule autour de 4 mots: learn, burn, earn, fun. Learn, apprendre les nouvelles technos. Burn, brûler des calories. Et là, on retrouve une synergie avec les communautés qui s'intéressent à la question de la longévité. On retrouve Brian Johnson, qui est partie prenante de ce projet. Et voilà, c'est lui donc ici. C'est un multimillionnaire qui a réinvesti toute sa fortune pour faire de lui-même un cobaye afin de devenir immortel si possible. Ici, on a Vitalik Buterin qui est le créateur d'Ethereum, Brian Armstrong qui est un investisseur très connu, fondateur de Coinbase. Donc voilà, là aussi, on est dans des projets faits par des gens sérieux avec des gros capitaux derrière. Donc voilà un peu ce qu'il est en train de se passer en ce moment. Et vous voyez, ce sont ici des initiatives qui durent plusieurs mois ou plusieurs semaines, ou en tout cas qui réunissent beaucoup de monde. C'est pour ça que je pense qu'il y a un momentum qui est en train de s'instaurer autour de ces projets d'organisation politique plus libre, notamment donc les villes libres. Et je voudrais conclure sur ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est-à-dire, si ça vous intéresse, les points clés à garder en tête. Alors d'abord, je rappelle, mais je pense que c'est assez évident, qu'on se situe entre l'entrepreneuriat et le militantisme. Donc si vous voulez, on combine les risques de l'entreprise, mais aussi les risques politiques. Donc ça, c'est vraiment à garder en tête si vous vous lancez dans ce genre de projet ou si vous vous rapprochez de ce genre de milieu. Ensuite, il me semble important de vérifier qu'il y a une masse critique derrière les projets, masse critique de gens et de capitaux, pour ne pas que ça reste des belles idées un petit peu vaines. Ensuite, évidemment, être capable de s'assurer du sérieux des projets. Alors, une manière un peu simple de faire, c'est de regarder qui sont les investisseurs qui sont derrière, leur tracking record. Mais en tout cas, il faut être bien conscient de ce dans quoi on s'engage. Et enfin, le côté très très positif, je trouve, c'est que ce sont des réseaux ultra dynamiques de gens qui sont portés par leurs rêves et que derrière, il y a un projet de société qui est quand même, quoi qu'on en pense, pour le bien de l'humanité. Et c'est pour ça que, à titre personnel, c'est une tendance lourde que je surveille de près, d'autant plus que je pense qu'elle est en train de décoller. Voilà, si vous voulez en savoir plus, venez vous abonner à ma chaîne. Vous voyez, j'avais fait une vidéo précisément sur l'école réseau de Balaji il y a un mois. On va parler de l'humanité du futur, donc des questions de longévité, d'IA, de crypto. Les cryptos derrière, pour moi, ça veut dire liberté, plus de liberté institutionnelle et de futurologie, dans le sens où je propose des analyses métapolitiques, donc comment le cadre politique va évoluer à l'avenir. Le tout centré sur les questions fondamentales de la liberté et de la souveraineté personnelle, qui sont au cœur de toutes mes réflexions. Et bien voilà, un sujet enthousiasmant, un sujet qui a été bien traité, et je remercie chaleureusement le participant au colloque. Comme d'habitude, je vous invite à le soutenir. Vous avez les liens sous la vidéo pour pouvoir rejoindre sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour le reste, chers amis, je vous encourage à participer au prochain colloque. Pour ce faire, le mieux, c'est de rejoindre le canal Telegram que vous avez sous cette vidéo. Et pour le reste, je vous invite à prendre soin de votre revenu passif. Et là, c'est pareil, vous avez les liens pertinents sous cette vidéo et notamment le lien pour pouvoir commencer à investir grâce à ce courtier qui vous permettra d'investir dans des ETF aux meilleurs frais. Et avec mon lien affilié, vous pourrez commencer à investir avec son retrait de comptage remboursé, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous. Merci encore aux participants à ce colloque et à tous les autres participants. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.